Donc c'est pour ça que c'est important. Il y a une relation à l'image, il faut la contrôler un maximum. Il faut être conscient du fait que, à chaque fois qu'on s'expose, qu'on parle de soi, qu'on parle de ce qu'on fait, on entame effectivement un processus de relation avec quelqu'un, avec potentiellement son public. Notamment quand on a un business, ça peut commencer avec son voisin qu'on croise dans l'ascenseur. C'est parce que c'est quelqu'un qui potentiellement peut être prescripteur de sa solution, de son produit. Si on n'est pas prêt en amont à recevoir ces demandes et du coup d'être en mesure de répondre à la demande, là c'est vraiment un énorme problème. Donc il faut être capable, dans la mesure du possible, de mesurer l'impact que cette communication peut avoir. Parce que, bien évidemment, la presse a le droit d'écrire ce qu'ils veulent et du coup, on ne maîtrise pas toujours très bien les choses. Mais dans le cadre du paid media, on peut effectivement maîtriser un peu plus. Mais ça coûte cher. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Talk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Fauché-Winter. Caroline, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Ça me fait plaisir Caroline, d'être là. ce qu'il faut savoir, c'est que Caroline est fondatrice de l'entreprise qui s'appelle 6 heures. On reviendra sur le nom qui a été choisi de manière très, très spontanée, j'ai bien aimé. Et tu nous donneras la petite raison pour laquelle tu l'as choisi. Et elle est coprésidente de la French Tech. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait quelques De années la French Tech à New York City, hein. Attention. la French Tech à New York. Et justement, j'allais dire que tu avais un pied ici, on va dire en France, et un pied aux États-Unis. Et ce mode de vie, tu le vis depuis quelques années. Mais je vais te laisser d'abord te présenter et puis on pourra revenir là-dessus. Mais après, on va aborder ensemble tout ce qui est relations publiques, relations de presse, et on va aborder toutes les questions qu'on se pose généralement. Et s'il y a des questions en plus, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et on y répondra avec Caroline. Tout à fait. Oui, alors écoute, moi, ça fait depuis 1999 que je suis dans le domaine fabuleux, non seulement des relations presse, puisque ça a été mes premiers jobs ont été plutôt relations presse. Aujourd'hui, c'est un peu plus étendu aux relations publiques, donc on reviendra un petit peu sur, pas la différence, mais en tout cas ce que ça comprend. Ça fait depuis 2004 que je suis aux États-Unis, d'abord Washington et puis New York depuis 12 ans. Et j'ai évolué dans mon métier dans le domaine des startups et à l'époque, on appelait ça des dot-com, maintenant ça s'appelle des startups. Et j'ai effectivement un pied et ma famille aux États-Unis depuis tout ce temps-là et un autre pied, surtout mon cœur en France. Et c'est ce qui a donné lieu à ce nom pour mon agence qui s'appelle 6 heures. 6 heures étant le nombre d'heures qu'il y a de décalage horaire entre New York et Paris. Voilà. Parfait, justement pour commencer par ce que tu as dit, c'est quoi la différence entre les relations publiques et les relations de presse? Alors écoute, pour moi, tout le monde s'entendra sur le fait que les relations publiques, il y a deux mots, c'est relations et c'est public. Donc c'est toutes les techniques qui vont servir à rentrer en relation avec son public. Alors c'est très vaste. Et ça comprend notamment les relations presse, puisque l'un des publics des entreprises ou même des personnes, puisque les relations publiques existent aussi pour les personnes quand il s'agit de personnalités, de stars, d'acteurs, etc. Eh bien, les journalistes font partie de ces publics qu'on appelle aussi des cibles. Et d'autres cibles vont être, par exemple, les consommateurs de vos produits, ça peut être des investisseurs, des banquiers, des partenaires business, des employés ou des futurs employés. Voilà, il y a ça peut être aussi des influenceurs, ça peut être des personnes qui sont importantes dans votre réseau parce que vous faites de la recherche, donc il faut avoir des experts dans certains domaines qui viennent corroborer vos techniques ou un certain nombre de choses. Donc voilà, donc ce sont toutes les techniques qui sont employées pour rentrer en relation et nouer des liens si possible de confiance et de travail avec ces personnes. Et justement, quelque chose que, en préparant en off, moi je connaissais pas bien ce domaine-là, et quelque chose que tu m'as dit que j'ai aimé, c'est en fait, c'est pas réservé aux, déjà aux grosses entreprises, ça on va revenir dessus
savoir à qui c'est réservé. Et surtout, ce n'est pas uniquement pour objectif d'avoir des clients, mais c'est tout type de relations qu'on voudrait, et parfois même des relations auxquelles on n'aurait pas pensé à premier abord, qui sont générées par des relations publiques. Et justement, ici, je voulais savoir, est-ce que c'est adapté à monsieur tout le monde ou à n'importe quelle entreprise, ou est-ce que c'est vraiment, c'est que pour les entreprises, les startups qui cherchent à lever des fonds? Ah non, alors d'abord, si ça n'était que pour des entreprises type start-up qui cherchent à lever des fonds, ce serait quand même un petit peu embêtant. C'est quand même un métier qui existe depuis très très longtemps, qui existe depuis bien avant que même le mot start-up soit inventé, ou le business model des start-up existe. Donc non, ça n'est pas réservé du tout au modèle de start-up. Alors évidemment, de monsieur et madame tout le monde, si on n'a pas d'entreprise ou de business à faire évoluer, il n'y a pas nécessairement d'intérêt à faire des relations publiques. Quoique, on a vu émerger depuis quelques années maintenant des modules de formation sur le marketing un peu de soi-même en réalité. Donc, c'est quoi? C'est de pouvoir se mettre en avant de la bonne manière auprès d'un employeur, auprès de voilà, ce que je fais là, moi, ce sont des relations publiques pour moi-même en réalité. Donc, c'est pour mon entreprise d'une certaine manière, mais c'est aussi pour moi. Donc, à chaque fois qu'on se met en avant, que ce soit dans les réseaux sociaux comme LinkedIn quand c'est professionnel ou d'autres, ben, c'est quelque part des relations publiques. Donc, c'est pour ça que c'est important. Il y a une relation à l'image, il faut la contrôler un maximum. Il faut être conscient du fait que ben, à chaque fois qu'on s'expose, qu'on parle de soi, qu'on parle de ce qu'on fait, on entame effectivement un processus de relation avec quelqu'un, avec potentiellement son public. Donc, donc ça ne nécessite pas beaucoup de techniques quand on va parler, effectivement, c'est ce que je te disais la dernière fois, que les premières relations publiques, notamment quand on a un business, ça peuvent commencer avec son voisin qu'on croise dans l'ascenseur. C'est parce que c'est quelqu'un qui potentiellement peut être prescripteur de sa solution, de son produit, ou bien de promouvoir le fait que vous êtes une personne exceptionnelle et que il peut vous recommander auprès d'un employeur. Enfin, voilà. Donc, ça peut commencer effectivement à un niveau très rapproché, très localisé. Et puis après, ben, quand on veut être un petit peu plus professionnel, parce qu'on a effectivement une entreprise à faire tourner, des produits à vendre ou à proposer à ses clients, effectivement, là, on rentre dans des techniques quand même un petit peu plus complexes, avec des stratégies, des plans d'action, etc. Donc là, il y a toute une range, comme on dit en anglais, de techniques qui sont proposées et qui peuvent être mises en place ou non. Donc, ça dépend ben, évidemment de ce qu'on a proposé, ça dépend de sa cible, ça dépend de ses cibles, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, ça dépend de son actualité, ça dépend de son budget aussi, beaucoup, parce que ça, c'est quand même quelque chose dont il faut parler. On n'aime pas beaucoup parler d'argent, notamment en France, mais c'est quand même un vrai sujet. Quand on est aux États-Unis, qu'on fait des relations publiques, ça coûte vraiment très cher. Donc, il faut savoir effectivement vers quoi on s'engage et quels sont les résultats qu'on peut espérer en fonction du budget et des efforts surtout qui sont mis à disposition. Et justement, ici, tu parlais de, voilà, toi, en fait, pour ce que je m'avais dit en off, c'est que tu accompagnais beaucoup d'entreprises françaises qui souhaitaient s'installer sur le marché US. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence, en fait, de la perception des relations publiques en France par rapport aux États-Unis? Je dirais qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui existe depuis tellement longtemps, et ce sont quand même les inventeurs du marketing, c'est-à-dire de savoir vendre, de savoir mettre en valeur son entreprise, son produit. Alors même si le marketing n'est pas à proprement parler, ne fait pas nécessairement partie des relations publiques, mais c'est une des composantes nécessaires dans le cadre du développement d'une entreprise. Donc souvent, le marketing et la com sont extrêmement liés. Et donc, les Américains, même de manière personnelle, maîtrisent assez bien
naturellement les outils un peu standards et très basiques de relations publiques. Ils savent se présenter. On avait cette expression qui a été pas mal utilisée il y a quelques années de ça, le elevator pitch, qui permettait de se présenter en quelques minutes quand on était dans l'ascenseur avec quelqu'un de son bureau ou qu'on qu'on pensait être important. Bon, bah, ça, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment en eux. C'est-à-dire que quand on rencontre un Américain dans une soirée, dans un meeting, que ce soit professionnel ou non, ils ont cette manière extrêmement naturelle de savoir se présenter, se mettre en avant, d'exposer leurs problématiques. Ils ont aussi une très forte capacité à mettre les personnes en contact. Ils vont faire des introductions de manière très facile, en prenant toujours soin voilà, de dire voilà, John fait ceci, il est expert en cela, il vient de telle université, il a été élevé dans tel État, etc., etc. Donc, ils ont cette mémoire des gens et ils arrivent à trouver des connexions et des points communs entre les différentes personnes qu'ils vont mettre en présence. Et ça se fait vraiment à tous les niveaux, que ce soit, je dis, au niveau personnel ou professionnel. On voit qu'ils maîtrisent ça de manière beaucoup plus aisée. En France, c'est en train de se développer beaucoup. Moi, j'ai vu le changement entre il y a 20 ans où j'ai commencé et maintenant, les techniques de networking, le fait de comprendre que de construire un réseau, c'est important, de construire un réseau qui ait une certaine valeur. C'est pas le tout d'avoir plein de numéros de téléphone ou d'emails dans ses contacts, c'est de savoir justement les entretenir, voilà, de construire un réseau qui ait du sens aussi par rapport à son activité. Et puis, au-delà de ça, d'être beaucoup plus enclin à permettre justement des introductions entre personnes, ce qui n'était pas tellement naturel pour les Français il y a quelques années encore, où on était plus à garder ses contacts, à être peut-être un petit peu moins généreux de ses contacts. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a bien compris que de proposer des intros entre personnes, finalement, ça nous mettait, nous, en valeur aussi. Parce qu'on créait de la valeur en mettant des personnes qui avaient des points communs et certainement qui allaient pouvoir réaliser des choses ensemble, que ce soit du business ou autre. Et ça, on reste du coup cette personne qui a permis de créer de la valeur. Et du coup, ben, ça nous met en valeur. Voilà. Justement, tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose sur laquelle je trouve que c'est hyper important de revenir. C'est le côté cible. C'est-à-dire que voilà, ici, c'est vrai que ici, les Américains, ils ont quelque chose de très intéressant que j'ai bien aimé quand tu l'as dit, c'est le côté mémoire. Ils savent en fait qui mettre en relation avec qui. Et justement, ce côté cible, qui est peut-être un peu plus développé chez eux, je ne connais pas bien le marché, mais en tout cas, chez nous, je trouve qu'on n'arrive pas à cibler. Quand je dis chez nous, c'est vraiment le monde francophone en général. On n'arrive pas à bien cibler les personnes à qui on a envie d'avoir affaire. Et ce besoin-là, tu m'as dit qu'il était très, très important avant de lancer une campagne en fait en relations publiques. C'est vraiment savoir qui tu cibles. Comme ça, après, ça devient enfin, ça devient plus facile. Eh ben, ce qui est important, c'est que quand on a défini les cibles de ces actions de communication, c'est comme de dire je démarre un business, j'ai une idée, je vais vendre, je ne sais pas moi, des jouets. Bon, ben, ça cible naturellement, alors in fine, ce sont les enfants évidemment, mais en réalité, qui est-ce qui va acheter? Ce sont les parents. Voilà, donc ça, c'est une cible. Après, à l'intérieur de ça, on va dire oui, ce sont des parents, mais ce sont des parents plutôt qui sont entre 25 et 40 ans. Voilà, donc ça, on va redéfinir encore un petit peu plus la cible. Définir ces cibles, ce que ça va permettre de faire, c'est surtout, une fois qu'on a défini à qui on veut parler, ça paraît un peu idiot, mais en réalité, une fois qu'on sait à qui on veut parler, du coup, on va savoir comment lui parler et de quoi on va lui parler.
Si on sait qu'on va parler plutôt à des femmes de 30-40 ans, du coup, on va peut-être pas parler de choses qui n'ont pas d'intérêt pour ces personnes-là. Donc, on va travailler son discours, on va travailler ses messages pour être sûr qu'on va intéresser un maximum de ces personnes dans la cible en question. Donc, quelque part, donc, encore une fois, la cible finale, ça va être des clients. Et du coup, la cible intermédiaire, dans certains cas, ça va être des experts, ça peut être effectivement des influenceurs. Et à l'intérieur des influenceurs, il y a la presse. Et donc la presse et les journalistes, on va travailler encore plus cette cible-là, puisqu'on va s'adresser du coup à des supports de presse, à des publications qui vont justement cibler les personnes vers qui on veut, enfin les personnes qu'on veut atteindre en fait. Donc c'est simplement assez logique de se dire à qui on veut parler en premier lieu pour être sûr que ce qu'on va proposer a de meilleures chances d'être acheté et d'être du coup d'avoir un certain succès dans son entreprise. Et justement, une fois maintenant disons qu'on a cette cible qui est assez claire, on sait qui on a envie d'attaquer, on va dire, ou de démarcher, le côté du timing, c'est une question qui revient de manière fréquente, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut se lancer? Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est un peu nouvelle en tout cas, c'est le fait que les relations publiques commencent dès le début en fait. À tout moment, tu es en train de faire des relations publiques, même quand tu es sur le palier avec ta voisine ou quoi, c'est des relations publiques. Donc, est-ce que je dois vraiment commencer limite avant de commencer mon business ou est-ce que je dois attendre d'arriver à un certain niveau et puis là, je commence à faire des relations de presse ou relations publiques un peu plus développées? Ah bah ça dépend de l'évolution de son business et de ses besoins surtout. Parfois, des entreprises de quartier, des magasins ou autres n'ont pas nécessairement besoin d'aller au-delà de la communauté du quartier pour communiquer ce qu'ils ont en magasin. Évidemment, si on a une cible qui est étendue géographiquement beaucoup plus loin que quelques rues autour de l'endroit où on est placé, forcément, il va falloir utiliser des modes de communication qui permettent d'atteindre ces cibles qui sont au-delà de la portée simple un panneau devant sa vitrine. Donc c'est juste lié à ça finalement. À quel moment commencer? Il faut commencer. Alors, les relations publiques, je dirais de base, comme je disais, c'est-à-dire de savoir parler de son business, de pouvoir décrire ce qu'on fait, de pouvoir dire voilà, j'ai de nouveaux produits, où je me lance dans ce business, etc. Je dirais que ça dépend un petit peu du type d'entreprise dans lequel on se lance. Si on a effectivement une start-up qui fait de la recherche dans un domaine extrêmement particulier, où ça demande des brevets, où il y a bon, peut-être qu'il ne faut pas tout de suite donner à tout le monde toutes les informations parce que voilà, il y a quand même des secrets à garder, que souvent les investisseurs aussi sont pas tout à fait d'accord pour communiquer toutes les informations. Donc ça aussi, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va communiquer. Certaines choses ne doivent pas être communiquées et c'est normal, ou certaines choses doivent être communiquées d'une certaine manière pour aussi être sûr que l'ensemble des partenaires de l'entreprise, parce que parfois c'est qu'une personne, une entreprise comme moi, et puis parfois c'est plusieurs personnes qui sont impliquées. Quand on a un cofondateur, un autre cofondateur, et puis qu'on a des investisseurs, ce sont des parties prenantes dans le succès de l'entreprise, et ces personnes-là ont souvent leur mot à dire dans le fait de pouvoir communiquer ou non et à quel moment. Après, à quel moment, ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois qu'on commence à communiquer, donc là je parle des vraies techniques de communication, que ce soit presse ou que ce soit se lancer sur les réseaux sociaux, ou que ce soit n'importe quelle technique, il faut savoir qu'une fois qu'on commence, il faut avoir quand même un plan un petit peu sur le moyen et long terme. Quand je dis long terme, c'est au moins à quelques mois pour savoir mais qu'est-ce qu'on va dire pendant tout ce temps. Parce que si c'est juste pour donner une information à un moment T et puis plus rien pendant des semaines, ça risque d'être soit ça ne sera pas vu potentiellement, et si c'est vu et qu'il n'y a rien après, les gens sont déçus et ne vont pas revenir.
Donc ça, c'est très important. Il faut pouvoir avoir un flot d'informations qui arrive, qui soit maîtrisé, qu'on puisse du coup intéresser la cible. C'est une espèce d'histoire aussi un peu à raconter, parce que quand on connaît son entreprise, on sait que voilà, aujourd'hui on va lancer ce produit, mais on sait qu'en développement, on va avoir un autre produit qui va peut-être sortir dans quelques mois. Donc on se dit voilà, il va falloir timer un petit peu les annonces pour que ça arrive à tel moment. Timer les annonces, ça veut dire aussi de ne pas lancer ces informations à un mauvais moment. Ça veut dire que parfois, d'ailleurs même à la dernière minute, on est obligé de reporter l'annonce de quelque chose. Donc du coup, de timer ces annonces, c'est très important parce que ça te permet si tu veux, d'éviter d'annoncer quelque chose à un mauvais moment potentiellement. Donc, je ne sais pas, une grosse catastrophe ou bien tu veux annoncer quelque chose, mais en même temps, il y a une actualité extrêmement foisonnante, donc du coup, ça risque de passer un petit peu inaperçu. Et c'est là où les professionnels sont importants, en fait, parce que sinon, ça peut effectivement tomber un petit peu à plat. Ça peut être aussi le bon moment de l'annoncer parce qu'il y a justement un salon, par exemple, qui se passe à certains moments. Et du coup, on veut faire partie de l'actualité parce que certains journalistes vont s'intéresser au marché qui est le vôtre. Donc, ce timing est vraiment très important. Donc, il y a le message qui est très important ou les messages qui sont très importants. Il y a le média. Donc, le média, c'est tout. Média, on entend souvent les gens comprennent par média uniquement les publications, les journaux, mais en fait, le média, c'est simplement le channel par lequel on va faire passer l'information. Donc, comme je disais, les réseaux sociaux, ça peut être le fait d'apparaître dans une conférence, ça peut être le fait de faire voilà, un podcast, ça peut être pas mal de techniques comme ça. Et c'est au bon moment. Donc voilà, il y a le timing, le message et le channel à utiliser. Voilà. Les 3 M, on appelle ça. C'est communiquer au bon moment avec le bon message via le bon média. D'accord. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est l'étape cruciale à faire au début. Est-ce que tu vois d'autres étapes à prendre avant de commencer? Ou est-ce que, voilà, si on a ça, ça suffit déjà? Parce que tu m'avais parlé en off, par exemple, du fait de savoir, d'assurer ses arrières de l'autre côté, parce que généralement, une telle exposition, parfois, c'est peut-être une surexposition par rapport à la taille de l'entreprise. Oui, Ça peut être très- alors oui, oui, oui. Et alors effectivement, ça je l'ai vu quelques fois. Surtout pour des petites entreprises qui se lancent. Parfois, le succès est au rendez-vous quand on commence à communiquer. Et c'est tant mieux, c'est super. En revanche, surtout quand on a une problématique produit ou bien qu'on propose l'accès à une plateforme, à des services sur une plateforme, si on n'est pas prêt en amont à recevoir ces demandes et du coup d'être en mesure de répondre à la demande, là, c'est vraiment un énorme problème. Donc, il faut être capable, dans la mesure du possible, de mesurer l'impact que cette communication peut avoir. Si, par exemple, je fais la promotion de mon produit, mais que je n'ai que 10 de ces produits en stock, évidemment, ça va quand même poser un problème si tout d'un coup, il y a 250 personnes qui veulent l'avoir et qu'on ne peut pas livrer avant dans 2 ans. Et ça, je l'ai vu beaucoup. Et c'est vraiment très compliqué de gérer ça après parce que les gens sont déçus. Et il y a une chose qui est claire que nous ont démontré toutes les dernières années en termes de communication en général, c'est que les mauvaises nouvelles circulent beaucoup plus vite que les bonnes et c'est beaucoup plus difficile de rattraper ça après. Donc, il faut être vraiment, prendre son temps. C'est vraiment quelque chose que je ne cesse de répéter, c'est de prendre son temps. Il n'y a rien d'urgent à commencer les relations presse parce qu'une fois qu'on y est, enfin en tout cas la communication, une fois qu'on y est, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc il vaut mieux temporiser un tout petit peu. Rien ne sera parfait, jamais. Le mieux est l'ennemi du bien, donc il vaut mieux effectivement quand même avoir confiance en soi et se dire oui c'est bon je suis prêt, mais essayer quand même voilà, de s'assurer derrière que
en interne, si on a plusieurs employés, que les employés soient au courant justement du timing de ces communications, qu'ils participent aussi à cette communication. Si on fait des posts LinkedIn, si on fait des posts Instagram, que tout le monde soit partie prenante de relayer ces différents messages. Deux, en interne, les former aussi à ces messages, parce que les personnes qui travaillent avec vous, il n'y a pas une seule personne qui parle pour votre entreprise. Alors, il y en aura certainement qu'une ou quelques-unes qui sont effectivement briefées pour parler à la presse ou à certaines personnes importantes, mais en réalité, dans la vie de tous les jours, les employés, eux aussi, participent aux relations publiques de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient capables de présenter l'entreprise d'une certaine manière, avec les bons messages, qu'ils soient capables de donner les chiffres clés sur l'entreprise, sans aller nécessairement dans trop de détails, mais qu'ils aient au moins un minimum d'outils et d'informations qui soient partagés par tous et qui soient les mêmes par tous pour que ce soit cohérent et donner la meilleure image possible de son entreprise, en fait. C'est parfait, c'est assez complet et très clair. Je me posais une question tout à l'heure. Tu m'as parlé de, voilà, de commerce de proximité, etc. Il n'a peut-être pas besoin de faire des relations presse, même si ça peut toujours être intéressant. Ici, notre objectif à nous, c'est vraiment sur cette émission, c'est vraiment d'apporter un maximum d'astuces et de valeurs sur le fait d'augmenter en fait ses ventes et d'améliorer ses stratégies d'acquisition. On a parlé du fait que les relations de presse et relations publiques en général sont assez négligées à ce niveau-là, en tout cas sur le marché francophone. Mais avant de rentrer juste dans ce sujet-là, j'aimerais juste savoir, écartant en fait toutes les entreprises qui, à tes yeux, n'ont pas besoin de relations de presse, qui s'en sortiraient sans. Est-ce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas besoin de relations presse? Il y en a certaines qui n'en ont pas besoin, j'imagine. Alors, je ne les connais pas puisque du coup, elles ne font pas appel à moi, donc évidemment. Mais je dirais que dans la mesure où sa cible, ses clients, ses partenaires sont soit extrêmement cernés, si tu veux, si sa cible est relativement petite. Si on vend, par exemple, des produits uniquement à des entreprises du CAC 40, bon, ben voilà, on a 40 entreprises dans sa cible. On n'a pas nécessairement besoin d'en faire de la pub, puisque finalement, ce qu'il faut, c'est connaître 40 patrons de 40 entreprises. Ça n'a pas nécessairement d'intérêt de communiquer auprès de ça. Après, ça peut être aussi parce qu'on fait de la recherche extrêmement précise sur des sujets extrêmement techniques et que bon, finalement, il n'y a pas trop d'intérêt, ou alors ça va être des relations publiques qui sont très, très, très ciblées, qui ne demandent pas énormément d'efforts ou de budget finalement. Donc, je pense que c'est de manière générale, quand on a une entreprise qui fournit un service ou des produits soit au grand public, soit à une grosse base d'entreprises, parce que ça, c'est du coup du B2B, à ce moment-là, les relations publiques peuvent rentrer en jeu. Donc, je n'ai pas dit que les commerces de proximité ne devaient pas faire de relations publiques, je disais simplement que c'est quand même un budget, mais on voit bien, on lit tous les journaux locaux, il y a des pubs, il y a des petits articles sur le coiffeur machin, sur la petite boutique qui vient d'ouvrir, ce sont des relations presse finalement. Donc, ça existe à n'importe quel niveau en réalité. C'est juste qu'après, il faut savoir si on a besoin d'investir dans ces techniques-là. Et c'est l'investissement finalement qui va permettre de réfléchir à est-ce que j'en ai vraiment besoin pour augmenter justement mes ventes, parce que c'est quand même, il y a un coût, que les relations publiques sont un petit peu moins… c'est plus difficile de mesurer l'impact des relations publiques parce que d'abord, ça prend pas mal de temps et qu'en plus, le retour est souvent un petit peu par ricochet, c'est-à-dire qu'on va avoir des effets qui vont être ressentis, mais peut-être quelques semaines, mois après. Parfois, ça intervient tout de suite, mais parfois, c'est du travail sur le long terme. Donc, c'est des efforts qui sont quand même assez conséquents
et financier et aussi d'implication des dirigeants et des personnes qui sont impliquées dans le processus, parce que la personne qui s'occupe des relations presse ne peut pas être seule à gérer ça. Donc, ça demande une relation extrêmement étroite avec les dirigeants ou les personnes qui sont en charge de la communication dans l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même pas mal de temps, et le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut être sûr qu'on a envie de passer ce temps-là et que ça aura un impact effectivement positif sur ses ventes. Justement, cette notion d'investissement, il n'y a pas que l'investissement financier, ça tu l'as bien soulevé. Quels sont les investissements qu'il y a? Et surtout, est-ce que tu as une idée? Je sais bien que ça varie énormément, mais si tu as des petites fourchettes que tu pourrais nous présenter. Oui, alors là, ça varie vraiment énormément parce que alors l'investissement, je dirais en temps, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du type d'annonce qu'on va faire, du type de cible vers lesquelles on va communiquer, parce qu'on peut communiquer uniquement vers une cible ou tout d'un coup on décide d'aller vers toutes ces cibles en même temps. Du coup, il faut adapter les messages en fonction des cibles. Du coup, il faut adapter aussi les médias, le média qu'on va utiliser. Il peut y avoir tellement de choses qui rentrent dans un programme de relations publiques que ça peut être beaucoup de choses ou pas grand-chose. Donc ça, c'est difficile. Et du coup, forcément, le budget va s'en ressentir parce que dans le cadre d'un plan d'action, d'une stratégie de relations publiques, on peut très bien dire, voilà, vous avez besoin d'avoir à ce salon, voilà, la mode ou j'en sais rien, vous avez besoin d'être présent et de parler dans ce panel. Bon, bah, souvent, de plus en plus d'ailleurs, malheureusement, parce que c'était un peu moins le cas il y a encore quelques années, mais de plus en plus, il faut payer pour faire partie de ces événements-là. Donc, ça a un coût. Est-ce que tout le monde est prêt à le faire? Non. Parfois, il faut choisir. On ne peut pas faire tous les salons et tous les panels. Donc, il va falloir choisir plutôt celui-ci qui est mieux que l'autre, etc., etc. Voilà, c'est un travail, du coup, une discussion avec les professionnels des relations publiques et de la communication qui va amener à, alors, vous avez tel type de budget, nous, on vous préconise de faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais sachez que si vous ne pouvez pas faire tout ce qu'on vous préconise de faire, sachez que du coup, bah, forcément, les bénéfices seront moins importants potentiellement. Voilà. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de ROI avec Ricochet, avec un peu de temps. Comment vous évaluez les ROI et est-ce que tu as une idée? Encore une fois, ça doit être très, très, très disparate, mais le côté, est-ce que tu as une fourchette du ROI qu'on pourrait attendre? Non, moi, j'en ai pas parce que je te dis, c'est vraiment, ça dépend des attentes des entreprises en fait. Tu vas trouver des agences qui sont très très grosses et qui ont mis en place des outils internes de mesure justement de l'efficacité de leur relation, de leur stratégie de communication, etc. Souvent, pour les boîtes avec lesquelles moi je travaille, les entreprises avec lesquelles je travaille, c'est beaucoup plus compliqué parce que ce ne sont pas des campagnes de RP qui sont suffisamment compréhensives, c'est-à-dire qui intègrent suffisamment de choses pour pouvoir se dire, bon, ben, alors voilà, on va à la fois faire, j'en parlais avec justement Caroline Mignot, mais le earned media. Donc, le earned media, c'est toute la partie relations presse. On écrit un communiqué de presse, on va rentrer en contact avec des journalistes, on va essayer de leur proposer des sujets, on va essayer de rentrer dans un dossier sur lequel ils travaillent. Donc, ça, c'est la partie relations presse. Earned media. Donc, earned media, c'est tout ce qui est en gros pour lequel on ne paye pas la presse et on apparaît, on est cité ou on a un article qui fait mention de notre activité. Il y a le paid media et le paid media, là, ça va être tout ce qui est publi-reportage. Ça va être des émissions aujourd'hui, BFM, Bismart, etc. Ils en font beaucoup, mais même les Échos, le Figaro, les Échos, je ne sais pas, mais les Figaro, etc. en font par exemple, pour simplement avoir une capsule qui est intégrée dans leur ligne éditoriale et qui permet de faire valoir effectivement sa société. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce cadre-là, c'est qu'on maîtrise complètement ce qu'on veut dire. Ce n'est pas au libre arbitre, laissé au libre arbitre du journaliste. Parce
que bien évidemment la presse a le droit d'écrire ce qu'ils veulent et du coup on ne maîtrise pas toujours très bien les choses, mais dans le cadre du paid media, on peut effectivement maîtriser un peu plus, mais ça coûte cher. Ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7 000 euros pour avoir un passage sur BFM ou voilà, c'est quand même assez conséquent. Mais ça peut faire partie des techniques qui sont intéressantes si elles sont mêlées à d'autres techniques. Parce que voilà, on a un besoin de mêler à la fois des messages qui sont corroborés par un journaliste et une rédaction dans un cadre, dans une ligne éditoriale très spécifique, et on a aussi besoin de maîtriser ces messages et du coup de payer pour ça. Donc c'est pas, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste deux techniques différentes. Donc une fois qu'on maîtrise un peu ces différentes techniques, encore une fois, on en revient au budget et donc quand on ajoute les frais qui sont directement liés à on va payer pour apparaître dans ce panel de discussion, on va payer pour être sur telle chaîne de télé ou dans tel support, il faut en plus payer les personnes qui vont vous aider à faire tout ça, donc ça peut chiffrer assez rapidement. Les consultants, suivant s'ils sont en province, s'ils sont à Paris, suivant leur expérience, suivant leur domaine d'expertise aussi, parce que de plus en plus, les consultants et les agences sont expertes dans leur domaine. Ça peut être vraiment de quelques centaines d'euros la journée à plusieurs milliers, en fait. Hein. Donc, ça dépend vraiment de pas mal de choses. Je dirais ce qui est important, si on veut vraiment, si vous voulez aller vers ces solutions, appeler des professionnels pour vous aider, d'abord, je pense que c'est toujours une bonne idée d'avoir une discussion avec eux. Mais le mieux, c'est d'en voir quand même quelques-uns, d'en voir 3, 4, un maximum, parce que tous viendront avec des idées un peu différentes. Des approches différentes. Et c'est aussi, encore une fois, une question de personne, de relation à personne. Il faut s'entendre avec la personne aussi, qu'on soit bien sur la même longueur d'onde, la manière de travailler, la manière de concevoir l'entreprise, d'en parler. Tout ça, c'est très important. Donc, il faut voir plusieurs personnes. Il faut venir préparer aussi à ces meetings avec ces professionnels. Alors, même si on se dit, ah ben moi, j'y connais rien, surtout ne dites pas je n'y connais rien, c'est parce que d'abord, ce n'est pas complètement vrai, surtout après tout ce dont on parle aujourd'hui. Donc, de venir préparer avec des questions, voilà, on a souvent des gens dans son entourage qui ont déjà fait appel à des professionnels et qui ont déjà utilisé des services de communication. Donc, peut-être leur demander des retours d'expérience, parfois négatifs ou même positifs, mais du coup, ça permet de poser les bonnes questions. Sur le type de contrat, mais aussi justement le ROI, comment mesurer l'impact, comment mesurer le succès de cette relation avec ce professionnel. On peut déterminer un certain nombre de KPIs, d'objectifs à atteindre. Ça peut être, voilà, moi ce que je souhaiterais, c'est apparaître dans tel type de publication 3 fois dans l'année, qu'il y ait mention de mon nom, du nom de mon entreprise un certain nombre de fois, que je fasse partie d'une discussion, d'un panel dans l'un de ces salons. Ça peut être de multiples objectifs différents, mais qui vont permettre de mesurer un minimum que cette relation est un succès. C'est vrai que vu comme ça, c'est quelque chose de plus structuré. Maintenant, je vois mieux ce qu'il faut faire. Et je voudrais revenir sur le côté earned media dont tu parlais. Euh, en fait, c'est intéressant. Tout le monde a envie d'avoir des journalistes qui parleraient de lui limite gratuitement. Mais comment on fait en fait pour entrer en contact avec ces personnes et attirer les bons journalistes dans son réseau? Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière très simple. On peut commencer à initier des contacts avec des journalistes dans la mesure où vous avez quelque chose vraiment, où vous êtes sûr que ça va les intéresser. Votre entreprise, votre business, forcément, tous les jours ou enfin, j'imagine tous les jours, vous lisez un type de presse qui est lié à votre activité. Donc, vous connaissez déjà
les influenceurs, les journalistes qui comptent dans votre domaine. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'une des premières questions souvent des professionnels de PR et de relations presse, c'est qu'est-ce que vous lisez et quels sont les journalistes que vous aimez le plus. Voilà. Donc, ça, c'est la première cible finalement. Ça va être, voilà, moi j'aime Delphine Dupuis dans je ne sais pas quelle publication. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit, je trouve que c'est très pertinent. Elle parle de mon domaine, de mon marché ou du type de produit que je vends. Ça va être forcément votre cible. Vous avez envie qu'elle écrive aussi sur votre entreprise. L'outil, le numéro un pour contacter ces personnes-là, alors en vrai, il y en a deux. Il y a, si c'est un support qui est présent en ligne, souvent, parfois, il y a moyen d'avoir les adresses email ou en tout cas de les contacter. Et puis, on a les réseaux sociaux, donc on a Twitter, souvent, c'est des messages directs à ces personnes-là, ça peut marcher. Et il y a LinkedIn. Et LinkedIn permet aussi de rentrer en contact avec ces gens-là. C'est pas dit que ça marche du premier coup, c'est pas dit que ça marche du tout. Il faut le faire de manière quand même un peu fine. Il faut effectivement avoir quelque chose à raconter. Ça peut être simplement une prise de contact en disant voilà, juste que vous sachiez, j'ai une entreprise qui évolue dans tel secteur d'activité avec tel type de produit. Je n'ai pas pour l'instant beaucoup d'informations à vous délivrer, mais toutefois, je serais ravie de pouvoir vous parler quelques minutes et en savoir plus pour voilà, une prochaine collaboration éventuellement. Les journalistes, leur métier quand même, c'est d'être curieux. Donc souvent, ça peut donner lieu effectivement à une rencontre, un Zoom, un call, n'importe quoi, mais souvent un début de relation. Le dirigeant d'une entreprise ne va pas avoir le temps d'en faire 150, des connexions comme ça. Mais c'est vrai que souvent, au tout début notamment, ça peut être intéressant d'avoir une dizaine de contacts auprès justement de cette presse qui est extrêmement spécialisée dans votre domaine. Je pense qu'il est absolument contre-indiqué d'aller essayer de chercher le présentateur du journal de 20 heures. Ça n'a aucun intérêt, ça ne se passera pas. C'est très peu probable. Je pense qu'il vaut mieux rester circonscrit dans son domaine d'activité et d'expertise, et du coup dans les cibles presse et dans les publications qui sont peut-être un petit peu plus niches, un petit peu moins lues, mais qui vont avoir un impact aussi plus fort. Parce que ça aussi, je t'en avais parlé, le fait de faire des relations presse, le succès des relations presse n'est pas nécessairement, encore une fois, d'apparaître au journal de 20 heures. Ça peut aider, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'être potentiellement d'apparaître dans un article qui vous est dédié, dans une publication qui est peut-être lue que par 5000 personnes, mais ces 5000 personnes-là sont absolument toutes dans votre cible. Donc, vous allez avoir 5000 personnes qui vont lire un article qui vous est dédié et qui, du coup, vont être vraiment intéressées puisque c'est leur domaine de compétence et d'expertise. Alors que si vous passez au journal de 20 heures, vous allez avoir 3-4 millions de personnes peut-être devant le poste, mais en réalité, combien réellement vont être intéressés par ce que vous faites? La probabilité est assez faible que ce soit intéressant au final. Et surtout, ça demande beaucoup d'efforts et du coup de temps et du coup d'argent. Du coup, le ROI, forcément, n'est pas très intéressant. Oui, c'est ça, de manière plus directe, on va dire, pour être plus héroïste, il faut mieux aller vers la spécialisation, c'est le conseil qu'on donne. Être niche. Moi, je recommande ça. En plus, les journalistes souvent sont moins demandés et sont très intéressés et effectivement très curieux. Et puis, la conversation sera plus intéressante puisque c'est justement dans votre domaine d'expertise. Donc, forcément, il y aura un échange qui sera beaucoup plus pertinent, qui sera beaucoup plus profond sur justement les besoins et ce que vous pouvez proposer justement à vos clients, quoi. Donc, je pense que c'est beaucoup plus facile finalement d'interagir avec un journaliste qui parle le même langage que vous
que d'interagir avec des publications qui sont peut-être plus grand public, un petit peu plus mainstream, mais qui au final vont avoir du mal peut-être à s'adapter au type de discours que vous proposez. Mais encore une fois, ça dépend du type de business, hein. Là, on est quand même dans des grandes généralités, hein, donc il faut faire Justement, attention. en parlant de type de business, est-ce que tu vois une différence entre le B2C et le B2B? Bah oui, il y en a quand même une assez importante. Le B2C, quand on fait appel à des consommateurs, euh, forcément, ça passe déjà par de la presse qui est beaucoup plus grand public, hein. Donc, c'est pas la même manière de communiquer. C'est pas du tout la même chose. Dans le B2B, forcément, on va utiliser des techniques qui sont beaucoup plus euh, ou des actions qui sont quand même un peu différentes. Justement, c'est ce que je te disais, les panels de discussion, ce genre de choses. Dans le B2C, ça n'a pas forcément d'intérêt. Le B2C va être quand même beaucoup plus aussi dans le marketing au départ, hein, dans les techniques de marketing, c'est la pub, c'est ce genre de choses. Alors ça, c'est pas du tout mon domaine, mais parce que c'est vraiment un domaine très différent. Mais voilà, de construire le marketing d'un produit B2C, ça n'a rien à voir avec un produit B2B. Euh, Après, derrière ça, au niveau des techniques de relations presse, c'est au final un petit peu la même chose. C'est juste que voilà, on va devoir cibler des personnes qui sont, voilà, qui sont complètement dans des univers qui sont complètement différents. En fait, le langage n'est pas le même non plus, la manière de présenter les choses. Moi, je travaille quasiment exclusivement qu'avec des entreprises qui ont été dans le domaine du B2B. Donc voilà, il y a des annonces, par exemple, les levées de fonds, ce genre de choses. Euh, bon, forcément, ou bien la énième version du software, etc. Bon, c'est quand même pas tout à fait un langage qu'on utilise dans le B2C. Dans le B2C, voilà, on va présenter un produit, on va être beaucoup dans le graphisme, ça va être un petit peu différent, quoi. Mais je suis pas une experte du B2C, je dois dire. Donc, faudrait peut-être demander à quelqu'un d'autre à ce sujet-là. D'accord, c'est parfait. Moi, j'ai fait en fait un peu le tour des questions que je voulais vraiment te poser. J'aimerais juste conclure par les erreurs les plus fréquentes que tu vois et aussi si tu as des conseils juste pour clôturer l'interview. Euh, les erreurs les plus courantes, j'en ai parlé au début, c'est de se lancer trop vite et tout d'un coup de s'apercevoir qu'on n'a plus rien à dire. Ça, je l'ai vu faire plein de fois. Et ça, c'est vraiment c'est toujours catastrophique parce que alors, c'est pas irrémédiable, mais c'est pas une bonne chose. Donc, de prévoir en amont, d'avoir un certain plan d'annonce, quelle que soit la communication, encore une fois, qu'on lance son Instagram ou qu'on décide de faire des relations presse, de savoir que on va poster tous les jours ou toutes les semaines, mais qu'en tout cas, on ait un planning de ce qu'on veut faire sur quand même une certaine durée. Ça, pour moi, c'est vraiment essentiel et d'essayer de se, voilà, d'être quand même assez sérieux par rapport à ce planning-là. Euh, enfin, moi, j'ai vu aussi plusieurs fois euh, la précipitation, encore une fois. Parce que ça, il y a un effet, un deuxième effet qui se coule, comme on dit, qui est pas très intéressant, notamment pour les professionnels, c'est que quand on se lance trop vite et quand souvent, moi, en amont du CIS, quelques semaines avant, j'ai souvent plein de demandes. Est-ce que tu veux pas m'aider à promouvoir ma startup sur le CIS? Et je l'ai fait un peu parce que l'avantage pour moi, c'est que je peux demander beaucoup d'argent parce qu'il y a une phase en amont où il va falloir intégrer les messages, comprendre ce que je vais devoir vendre, comment je vais pouvoir l'écrire, mettre en place justement la cible et les listes presse, etc. Ça prend un temps énorme. Donc, il va falloir que tout ça soit condensé en quelques jours. Donc, ça demande beaucoup d'efforts qui, du coup, doivent être payés beaucoup plus que la normale. Donc, ça, déjà, il faut savoir, quand on s'y prend tard, en général, on paye plus cher. Et en plus de ça, souvent, le résultat n'est pas à la mesure justement de la dépense.
Donc, ça crée quoi? Beaucoup de frustration. La frustration de la part du client qui forcément va dire: «Attends, j'ai dépensé tout ça et j'ai eu 3 interviews et peut-être 0 article». Mais oui, mais en même temps, il faut voir que la majorité des entreprises qui, elles, ont décidé de communiquer, s'y sont prises 6 mois à l'avance, sont rentrées dans les différents canaux, ont pris le temps de contacter les journalistes avant. Les journalistes sont des gens aussi très organisés quand même la plupart du temps. On pense qu'ils sont dans la lune, mais pas du tout. Ils sont très organisés, ils ont des plannings à respecter et souvent ils prennent leur rendez-vous plusieurs semaines à l'avance. Et du coup, ils savent déjà, notamment dans le cadre, je parle du CIS parce que ça vient de se passer, mais dans le cadre du CIS, ils savent déjà qu'ils veulent assister à telle rencontre, qu'ils vont avoir tel type d'annonces qui sont prévues. Il y a toutes les techniques d'embargo aussi, où on peut dire, voilà, je vais annoncer ça sur le CIS, mais tu n'as pas le droit d'en parler avant. Donc ça, c'est souvent géré en amont. Du coup, ils ont déjà plus ou moins une bonne idée de ce quoi ils vont parler. Ils ont assez peu de marge de manœuvre pour les annonces en dernière minute. Donc, c'est souvent assez compliqué du coup de satisfaire la demande du client, enfin les attentes en tout cas du client. Donc, du coup, souvent, ça crée des frustrations et c'est pour ça qu'on a parfois une idée un peu mauvaise des relations publiques ou des relations presse ou des personnes qui y travaillent en mode oui, enfin, c'est quand même un peu du vent et puis ça ne sert pas à grand-chose et il n'y a pas de retour. C'est souvent une frustration liée au fait que ce n'est pas très bien préparé en amont. Et la résultante, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, je vois beaucoup, beaucoup d'agences, des petites agences. Hein. Quand je dis agence, c'est une, deux personnes et quelques consultants en externe. C'est souvent comme ça d'ailleurs que c'est proposé. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'ils refusent de travailler en mode projet, juste sur voilà, un one-shot sur une annonce ou parce qu'ils savent bien que ça risque de ne pas marcher, que ça met finalement un peu en danger la relation du professionnel ou de l'agence avec le média ou le journaliste ou l'influenceur, parce que bon, voilà, c'est pas forcément très bien préparé. Donc, du coup, ils n'ont pas tellement, même si c'est potentiellement beaucoup d'argent, in fine, ce n'est pas forcément dans ce genre de relation qu'ils veulent s'inscrire. Donc, de plus en plus, on demande plutôt une collaboration sur du moyen terme, histoire de construire ensemble une plateforme de messages, voilà, d'avoir les bons éléments, les press kits, d'avoir un site web qui soit cohérent, etc., etc. Et de les aider à monter tout ça pour que tout soit en place pour que le jour où on a quelque chose vraiment à annoncer, on soit prêt, en fait. Voilà, c'est assez clair. Donc, le conseil, c'est vraiment ne pas céder à la précipitation et s'y prendre un peu à l'avance avec un plan bien ficelé, etc. Et après, je pense que tu as t'as déjà vu des ROI qui sont énormes parce que je pense qu'avec une belle planification, etc., les résultats ne peuvent qu'être. Oui, souvent ça marche bien, mais encore une fois, les ROI, ils vont être, les attentes seront au rendez-vous si au départ, les objectifs qui ont été fixés sont à la mesure de ce qui est possible. Alors, ça a l'air idiot, mais encore une fois, si j'ai une start-up qui n'est pas connue du tout ici, qui voilà, ne fait pas grand-chose et qui me dit, moi, mon objectif, c'est d'être sur CNN, ces attentes ne seront jamais remplies, le ROI sera de zéro et ils seront déçus et moi, j'aurai tout perdu. Donc, c'est ça le vrai travail dans la négociation. Souvent, il n'est pas tant au niveau du budget qu'au niveau effectivement des attentes. Et de pouvoir justement avoir cette conversation par rapport aux attentes et de pouvoir comprendre si on va pouvoir y arriver, ça, c'est très important. Alors, il faut se fixer des challenges, évidemment, parce que ça, c'est toujours très intéressant de se dire, ouais, là, on aimerait bien y aller, on sait que ça va être compliqué, mais on va faire tout pour, et puis voilà comment on pourrait y arriver, parce qu'il y a une stratégie. Et puis, il y a les attentes qui sont effectivement raisonnables, atteignables, voilà, qui devraient être remplies effectivement par les professionnels que vous allez voir. Donc, il faut savoir être raisonnable et par rapport à ce on est capable d'atteindre rapidement ou pas rapidement, et puis de fixer des challenges, effectivement. Voilà, c'est une espèce de petite cuisine entre l'entreprise et le professionnel.
Bah, en tout cas, c'est assez clair. Franchement, tu nous as donné beaucoup de valeur. C'était hyper cool. Je suis très content de t'avoir reçu. Je ne regrette vraiment pas. Et je remercie Caroline Mignot de t'avoir recommandé. Et justement, en parlant de recommandations, est-ce que tu aurais une pépite à nous recommander? Alors, je vais recommander, parce que c'est en plus une amie de longue date et avec qui, j'ai, collaboré un peu, bref, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Elle s'appelle Alexandra André. En l'occurrence, je crois qu'elle ne sait même pas que je la recommande, donc je vais lui faire un petit mot juste maintenant. Et Alexandra André a travaillé dans le domaine, des startups depuis, en même temps que moi, on a commencé quasiment en même temps. Elle travaillait à l'époque pour, des agences très prestigieuses à Paris. Et elle a créé sa propre agence. Elle a travaillé pour des fonds d'investissement. Elle a travaillé, aujourd'hui, elle est en consultante pour des startups. Elle est absolument, voilà, incontournable dans le domaine des relations presse et des relations publiques en France pour les startups. C'est quelqu'un qui est vraiment extraordinaire avec une énergie absolument folle, toujours très positive et que j'aime beaucoup. C'est parfait. Une dernière petite question. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver et te contacter? Eh ben, LinkedIn. LinkedIn, c'est un très bon moyen. Je suis toujours sur mon LinkedIn. J'aime beaucoup LinkedIn. C'est vraiment un outil dont je me sers énormément. Et les petits messages, je réponds quasiment toujours. Enfin, toujours d'ailleurs. C'est très rare que je rate un message. Donc, n'hésitez pas sur LinkedIn et on fera connaissance. En tout cas, Caroline, je te dis merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. C'était hyper Merci clair. à toi. Et je te dis alors à très très bientôt. À bientôt. Bon courage à tous. Au revoir. Ciao, ciao.